tous ses états, les perles du jour. Il était ce matin l'invité de Jacques Cardos sur Sud Radio. Vincent est depuis 4 ans victime d'une usurpation d'identité qui commence à lui coûter très cher. Oui, à 24 ans, Vincent Collomb vit dans l'angoisse permanente de voir ses comptes bancaires saisis alors qu'un usurpateur utilise son identité depuis 2022 pour frauder dans les trains sans qu'il ait pu être identifié à ce jour malgré plusieurs plaintes. Voilà 2 ans que ce Villeurbanais, Vincent Collomb habite Villeurbanne, subit des avalanches de saisies bancaires sur ses comptes en raison d'amendes SNCF impayées auxquelles il est totalement étranger. L'usurpateur qui utilise son nom lors des contrôles multiplie de son côté les trajets en fraude dans toute la région lyonnaise. Malgré les 8 plaintes déposées par la victime et les mesures de la SNCF, qui est consciente du problème, il court toujours. Après plusieurs mois de relatif dépit, le jeune homme de 24 ans a vu plus de 500 € de ses économies saisies débumées, comme il dit. Je regarde mon application bancaire chaque matin en me levant avec l'angoisse pour vérifier qu'il n'y a pas de saisie. J'appelle le service réclamation de la SNCF toutes les semaines pour voir s'il y a de nouvelles amendes et faire des démarches, mais il y en a qui passent à la trappe, ce qui entraîne des majorations et des saisies qui tombent sur son compte. Voilà. En 2024, le montant des impayés réclamés à Vincent culminait à 5 000 €. D'après le récit qu'il donne et ce que dit sa mère, jeune homme qui a écrit au procureur de la République de Lyon pour signaler la réception de 38 amendes de 100 €, chacune en cours d'une seule semaine depuis mars 2025, il commence à y avoir une situation de panique. On sent la machine qui se déclenche et l'impuissance des citoyens qui sont victimes d'une fraude. Ça fait partie des dérèglements de l'administration française, mais là quand même je comprends que ce jeune homme, donc il envisage carrément de changer de nom. On verra. C'est nous qui devons changer d'identité pour échapper à ceux qui prennent la nôtre. C'est quand même hallucinant. Un streamer a lâché, vous le disiez tout à l'heure, une blague de très très mauvais goût pendant un live au sujet de Léaina. Ouais, je sais pas ce que vous en pensez, Perico, mais on va essayer de rester poli. On va pas le coller au mur tout de suite, même si c'est pas l'envie qui manque. Quand vous entendez ce genre d'humour qui fait marrer personne, ceci dit, si vous riez en entendant ça, je veux bien que vous appeliez avant la fin de l'émission. J'ai vraiment besoin de comprendre comment on peut être sensible à ceci. L'exploitation agricole du Gers est bien celui de Liana. C'est quoi les graines qu'il y avait dans le silo ? Non, parce que si on la laisse, ça peut laisser un parfum peut-être, non ? Je sais pas, comme le bouillon cube. Allez, on respire et on tient bon. L'homme que vous venez d'entendre s'appelle Pantoufle sur Twitch. Il a 81 000 abonnés et lui, une petite fille de 11 ans morte et jetée dans un silo agricole, ça le fait marrer, tiens. Mais ce qui est génial, c'est qu'instantanément, ses abonnés l'attaquent, quittent le live et se désabonnent. Et voilà sa réaction. Il a fait une blague sur la mort de Liana, c'est un ennemi de l'État. C'est trop tôt, non mais les gars, il y a des gens qui meurent tous les jours, putain. Il y a des gens qui meurent tous les jours. Horrible cette blague, mais parce que quoi ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi ? Ah c'est bon, je vous ai choqué, bande de populistes que vous êtes. Vous êtes des populistes. Voilà, là, il y a un enfant qui meurt. Oui, c'est horrible. À la fin, il explique que le traitement médiatique le gêne. On parle juste d'un scandale d'État, d'une fille de 11 ans retrouvée morte dans un silo à grains. Mais ce qui le dérange, c'est le traitement médiatique. Alors, je sais pas quoi vous dire. Les cons, ça ose tout pour rester sobre. Franchement, il aurait pu s'en tenir à sa blague de merde et ne surtout pas se justifier après. Parce qu'en plus de ne pas être drôle, ce streamer est quand même sacrément limité. Ça aide à relativiser, finalement. C'est presque lui faire trop d'honneur que de relater cet incident. Mais vous avez bien fait, Maude. On peut tomber dans l'abjection, l'abomination en France en 2026 avec une affaire aussi tragique, et il y a quand même des gens que ça fait marrer et un taré qui se permet ce genre de blague. Bon, ça pourrait presque relever de la justice, mais c'est même pas la peine d'utiliser l'énergie des magistrats. Je pense qu'ils n'ont pas le temps. Non, j'espère pas. Confronté à une pénurie d'enseignants, l'Académie de Versailles multiplie les opérations de recrutement. Osez rejoindre l'Académie de Versailles, c'est la première phrase imprimée sur l'édito de la rectrice de l'Académie de Versailles, puisqu'elle a un édito sur le site. Voilà, à partir du lundi 30 mai jusqu'au vendredi 3 juin, l'Académie de Versailles, qui englobe 4 départements d'Île-de-France, Yvelines, Val d'Oise, Essonne et Hauts-de-Seine, se lance dans une vaste opération de recrutement contractuel. Mais c'est hallucinant. Confronté à une pénurie d'enseignants, la plus grande académie de France, je vais vous donner les 4 départements qu'elle regroupe, multiplie les opérations de recrutement début juin en vue de la rentrée septembre. Plusieurs professeurs récemment embauchés sous le statut de contractuel s'interrogent sur l'absence de suivi et le manque de formation, mais on hallucine. Je peux vous dire que ça fait drôle d'arriver devant les écoliers sans formation, disent certains. Ce témoignage, c'est celui d'un ancien contractuel de l'Éducation nationale devenu enseignant dans l'Académie de Versailles après un simple entretien. Un cas qui interroge sur le suivi de certains de ces professionnels du remplacement de profs, recrutés sans passer par la voie du concours. Des personnels dont l'Académie a cruellement besoin, ce monstre administratif qui gère plus de 3200 écoles primaires dans les Yvelines, je vous rappelle, l'Essonne, le Val d'Oise et les Hauts-de-Seine, ce sont des départements très peuplés, se heurte à un manque criant d'enseignants avec chaque année moins de candidats au concours.
concours que de postes à pourvoir. Non mais, alors on a des problèmes sur la magistrature, il n'y a pas assez de magistrats, il n'y a pas assez de policiers, et là on confie nos enfants à des gens qui n'ont pas la moindre formation légitimement pour enseigner dans le cadre de l'éducation nationale. Enfin, s'il y a un symptôme de décomposition d'un pays, c'est bien celui-là. Donc voilà, eh ben écoutez, je ne sais pas comment on va faire, mais en tout cas le ministre de l'Éducation nationale a du pain sur la planche. Le Master Poulet de Clichy, qui avait fermé pour des raisons d'hygiène, a déjà rouvert. Oui, moins d'une semaine après la visite du service d'hygiène, l'enseigne a déjà levé toutes les réserves et repris son activité, aux grandes dames des riverains qui se plaignent d'odeur de graillon qui envahit leur logement. C'est vrai que moi j'adore l'odeur du poulet rôti, vous aussi, et Julien aussi, Emmanuel aussi, quand c'est du bon poulet rôti au four, mais quand c'est un graillon de poulet industriel qui arrive probablement d'Ukraine, je comprends que les odeurs soient beaucoup moins séduisantes. Sentiment contrasté avenue Jean Jaurès à Clichy, c'est là où ça se passe, près de la porte de Clichy où le restaurant Master Poulet a rouvert ses portes après une courte fermeture administrative. Les mines satisfaites des fans de l'enseigne, parce qu'il y en a, tranche avec celle beaucoup moins réjouie des voisins du fast-food. Les riverains avouent avoir vécu une sorte de trêve le temps de la fermeture du restaurant qui n'aura mis que quelques jours à se mettre en conformité. Pour la plupart d'entre eux, le week-end du 30 au 31 mai ne reste pas gravé dans les mémoires, comme celui du second sacre du PSG. Voilà, beaucoup se souviendront que voilà, il y a eu cette Master Poulet qui a fait une trêve. Eh ben, la trêve est terminée. On se souvient que le maire de Saint-Ouen, lui aussi, s'est battu contre un Master Poulet, considérant que cette enseigne n'avait rien à faire dans sa ville. Eh bien, le Master Poulet, aujourd'hui, est le symbole d'un combat, j'allais dire, de la France qui veut rester contre la malbouffe, qui se bat contre la malbouffe, et surtout ne pas donner suite à des produits qui arrivent d'Ukraine, qui sont élevés dans des conditions épouvantables, et qu'on donne à manger à des gens, bien entendu, aux faibles revenus. Le député insoumis Sébastien Delegui comparaît mardi pour avoir diffusé des documents privés volés. C'est une affaire qui pourrait lui coûter son mandat. Sébastien Delegui a de nouveau rendez-vous avec la justice aujourd'hui. Le député de la France Insoumise et Bouches-du-Rhône comparaît pour recel de vol, atteinte au secret des correspondances et divulgation de données personnelles sur fond de mouvement social et de conflit à Gaza. Je vous explique. Les faits remontent au 19 septembre 2024, en plein conflit social dans la société Laser Propreté, en charge du nettoyage de la gare Saint-Charles et du réseau de transport marseillais. Des représentants du personnel envahissent le bureau du dirigeant de la société, Isidore Aragon, se plaignant notamment de ne pas percevoir l'intégralité de leur salaire. Les représentants s'en vont au bout de 3 heures, mais Isidore Aragon constate le vol d'une pochette dans laquelle se trouvait son passeport et celui de son épouse, un devis pour un voyage à l'étranger et d'autres documents privés. 5 jours plus tard, Sébastien Delegui, qui soutenait les grévistes de Laser Propreté, diffuse sur son compte Instagram une grande partie des documents dérobés, évoquant ses liens avec l'État d'Israël, ainsi que ses projets financiers personnels. Une pratique de voyou qui pourrait lui coûter jusqu'à 5 ans de prison et 750 000 € d'amende, voire une peine complémentaire d'inéligibilité. Je rappelle que Sébastien Delegui a déjà été condamné en février 2025 pour des violences lors d'un blocus lycéen dans les quartiers nord de Marseille. C'est vraiment quelqu'un de bien. Écoutez, Delegui, ça y commence la suite. Mais je pense qu'on peut peut-être s'attendre à d'autres frivolités de ce genre. Toute la classe politique est compromise finalement. Alors, l'ancien patron de l'UEFA, Michel Platini, annonce déposer plainte contre le président de la FIFA. Ça la fout mal, Elvin, juste avant la Coupe du Monde? Ouais, c'est ce qu'on appelle un timing parfait. Michel Platini attaque Gianni Infantino pour dénonciation calomnieuse, trafic d'influence et même association de malfaiteurs. Il faut dire que Platini et Infantino ne s'aiment pas tellement. En clair, le Français estime que le Suisse l'a écarté de la course à la présidence de la FIFA avec des accusations totalement infondées, ce sont ses propos. Il y a 10 ans, la légende du foot français était sur le point de devenir président de la FIFA, mais son rêve avait été brisé à la suite de l'affaire des francs suisses, des paiements supposés déloyaux de 2 millions de francs suisses. Platoche avait finalement été relaxé en appel, mais entre-temps, le Suisse avait volé la place au poste du grand patron de la FIFA. Un nouveau épisode s'ouvre, affaire à suivre. Elvin, c'est une situation assez courante ou c'est exceptionnel qu'on ait des conflits comme ça au sommet à la FIFA? Vous savez, Perico, dès qu'il y a des hautes instances, il y a souvent des petits problèmes de conflit d'intérêts. Bon, là, on verra comment ça se passe pour Michel Platini et Gianni Infantino. Les sommes concernées sont importantes? 2 millions de francs suisses à l'époque, ça parlait de sommes importantes, oui. Bon, et votre avis personnel, Elvin, je vais pas vous demander un pronostic, mais c'est plutôt Platini qui est dans son droit, là, ou c'est pas? Il est dans son droit, oui. Attention on verra à ce que vous allez dire. Place à la justice. C'est la justice qui fait les choses. Mais bon, vous avez quand même un expert que vous êtes du football, vous avez peut-être une petite idée sur la question, et voilà. Et donc, j'espère en tout cas que Platini
pourra ressortir de cette affaire la meilleure des manières. Ah, il est bon. Merci Il est bon. Evelyne, vous êtes excellent. Bon, allez, on conclut avec l'anniversaire d'une chanteuse, auteure-compositrice française disparue en 1997. Bon, là, vous allez deviner, c'est facile, hein, je vous laisse avec cette chanson inoubliable. J'espère. Comme avant, dans mes rêves d'enfant, comme avant, sur un nuage blanc. C'est plus qu'une chanteuse, c'est un instant de l'histoire de France et de la culture française, c'est l'immense Barbara. Il nous manque terriblement, et quand j'écoute cette voix au moment de détresse, je sens une énergie, une ferveur. Il y avait une âme dans cette chanson, voilà. Et cette chanson est tragique, hein, parce qu'elle raconte son propre viol. Son propre viol. De la part de son Tout à fait. propre Et elle père. fut une des premières chanteuses à accepter de témoigner à travers son œuvre. Et on aurait tellement aimé savoir ce qu'elle pense de tout ce qui se passe aujourd'hui, des défaillances de la justice. Et justement, on va en parler de ces défaillances parce que Gérald Darmanin tape du poing. Il veut réparer et comprendre les défaillances du système judiciaire, juridique. Mais qu'en pensent les magistrats? On en parle dans un instant avec Philippe Bilger, magistrat honoraire et président de l'Institut de la Parole. On ne le présente plus. N'hésitez pas à nous appeler, à lui poser toutes vos questions en direct sur Sud Radio au 0826 300 300.